vous soulignez en fait ce que vous appelez une disparité entre ce qui est dit, ce qui est dit dans les statistiques et la réalité. Et on pourrait dire que c'est l'opposition entre la vérité et ce qu'on en fait. C'est une question de vérité et qui, dans la mesure où on la refoule, elle va ressurgir dans le réel, sous une autre forme, et peut-être sous une forme beaucoup plus tenace, difficile à gérer que si on l'acceptait. Et donc, ce qui se passe pour l'individu, ça se passe aussi pour les sociétés. Et donc, dans ce que vous décrivez dans les médias, à la télé, on ne montre pas, on essaye de cacher, de camoufler la réalité sociale, et donc d'entraîner les gens dans un monde virtuel ou fantaisiste, mais qui est très loin de la réalité, pour qu'ils ne s'occupent pas des choses réelles de la vie et de ce qui ne va pas dans la société. Donc il y a comme une volonté politique derrière. Et donc ce qui est intéressant à ce niveau-là, le déni, ça va plus loin que le refoulement. C'est-à-dire que c'est d'une autre forme. Et on pourrait dire que les sociétés sont construites comme les individus selon des mécanismes de défense qui peuvent être de l'ordre du refoulement. C'est-à-dire que là, pour toutes les sociétés fonctionnent comme ça, mais ça peut aller plus loin. Ça peut aller jusqu'au déni et ça peut aller jusqu'au rejet total d'une réalité qu'on ne veut pas voir. Mais je pense que cette notion de déni pour parler du politique me paraît tout à fait intéressante pour illustrer quelques mécanismes qui interviennent dans une société, voilà, et que dans une société, comme pour l'individu, il y a une lutte continue pour rétablir la vérité. Donc la vérité dans toute sa dimension, la vérité économique actuelle, la vérité, ce qui se passe au niveau du pouvoir, comment le pouvoir est exercé, mais aussi par rapport à l'histoire. Parce qu'aussi par rapport à l'histoire, on peut ne pas la voir, l'effacer, ne pas la considérer. Et bien sûr que c'est très mauvais pour une société quand elle ne regarde pas son passé en face. Ouais. Donc je dirais que c'est l'enjeu de la vérité et du réel. Parce que si je n'en tiens pas compte, ça va avoir des conséquences dans le réel politique. Le politique étant le réel de la société. C'est là que l'action a lieu. Et donc ça peut donner lieu à une forme de violence sociale. Oui, la culpabilité intervient certainement, mais peut-être pas en premier lieu. Il y a peut-être une question qui est beaucoup plus primordiale et plus radicale par rapport à celle que vous, dans la question que vous posez, qui est la question de la loi proprement dite, comment elle fonctionne. Et donc là, c'est une comparaison avec un autre pays qui était aussi dans le bloc soviétique et qui s'en sort autrement, qui a aussi fait le choix de se tourner vers l'Europe, qui en profite aussi d'une certaine manière, peut-être mieux que la Bulgarie, qui pourrait en profiter beaucoup plus de l'Europe. Mais on ne sait pas exactement comment justement sont détournés aussi des flux d'argent, l'argent qui arrive de l'Europe, de Bruxelles, comment c'est utilisé. Mais il y a certainement une différence, de nouveau par rapport à l'histoire de ces pays, la Lituanie, la Bulgarie, ont une histoire différente.
Alors, pour voir ce qui se passe, on peut établir un lien entre la loi et la vérité. C'est de nouveau, on est dans un registre qui est pas très différent, pas très éloigné de ce qui concerne la question du déni. Euh, on peut se poser la question combien de vérité supporte une société et qui est très proche de la question combien de lois supporte une société. Euh, et par rapport à la loi, elle a différents registres, elle intervient dans différents domaines, dans différentes dimensions, qui sont le juridique, le politique, mais aussi l'éthique. Ouais. Donc, dans les trois registres, on parle de loi. Sur le plan juridique, la loi intervient pour rétablir la vérité. Il faut appliquer la loi pour rétablir la vérité. Et qu'à partir du moment où la loi fonctionne, où elle est respectée, alors on institue une, une dimension dans laquelle la parole est possible. On peut parler. Il y a une forme de confiance et dans laquelle la vérité peut être établie. Devant un tribunal, on va pour rétablir la vérité de ce qui s'est passé. Et donc c'est pas très loin, même si on est dans un autre champ sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr voter des lois et ne pas les respecter. Donc on peut, mais disons que c'est aussi, je pense, pour la Bulgarie, le difficile chemin vers un état de droit. Un état où la loi est respectée, où elle fonctionne, où elle correspond aussi à des critères, disons, de la démocratie, et où elle est respectée. Et à partir de ce moment-là, on institue un espace de parole, où on peut parler, où la parole compte, le mot de la personne compte. Sinon, on peut faire un jeu. C'est-à-dire que c'est souvent comme ça que les gens voient les politiques, que le monde politique fonctionne par mensonge. On dit une chose et on fait autre chose. On sait de quelqu'un, quand il dit une chose, qu'en fait, il n'y croit pas. Et que pour cette personne-là, ça veut dire tout à fait autre chose. Et pour d'autres personnes, ça fonctionne d'une autre façon. Donc on peut parler pour justement ne pas dire la vérité. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'exagérer dans un autre sens, de traiter tous les politiciens de menteurs. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit d'un minimum où la loi, on a une confiance du peuple dans la classe politique que les lois sont respectées. Et donc, c'est très intéressant de faire le lien aussi avec la psychanalyse, parce que la psychanalyse, ce n'est rien d'autre que pour l'individu, de créer les conditions d'une parole, qu'une parole authentique est possible, qui ne peut pas avoir lieu ailleurs, qui ne peut pas avoir lieu dans la famille ou avec les connaissances. Donc c'est un lieu à part où on établit un cadre pour qu'une parole soit possible. Voilà. Et à partir de ce moment-là où la loi fonctionne, où la parole, où les conditions de la parole sont assurées, à partir de ce moment-là, aussi ce qui est de l'ordre de la culpabilité peut être élaboré. Voilà. Donc j'associerai loi à la vérité, à la parole. La parole. Oui,
ne sais pas si on peut poser la question en ces termes, mais il est vrai qu'il y a des peuples qui se sentent menacés euh, et qui développent des stratégies de survie euh, que les autres ne comprennent pas ou n'acceptent pas. C'est pour ça que les Roms sont certainement en Europe. Les Roms sont un symptôme de l'Europe. Ça fait partie de l'histoire de l'Europe. Et donc, et en tant que tels, doivent être considérés, méritent toute notre considération pour voir ce qu'ils véhiculent aussi comme message. Et donc les Roms étaient, et donc ce qui souligne aussi leur place de façon indirecte, ils étaient persécutés par les nazis au même titre que les Juifs. Donc un autre peuple qui, leur destin de cette façon-là était un peu lié, du moins par ce biais-là, aussi par ce reproche de nomadisme, qui ne s'installait nulle part, qui ne trouvait place dans aucune société. Le peuple juif était toujours menacé d'expulsion, ce qui leur est arrivé à de nombreuses reprises. Ils étaient à un moment donné expulsés d'Angleterre, à deux reprises ils étaient exclus de France par le roi Louis, je ne sais plus lequel, Louis XI, qu'on appelle Saint-Louis. Il a expulsé les Juifs de France. L'expulsion d'Espagne est la plus célèbre. Et donc, et les Roms continuent à vivre ce destin à l'heure actuelle, parce que c'est probablement le peuple le plus fragilisé en Europe, n'ayant aucun territoire où ils peuvent s'installer. Et donc, ils développent des stratégies de survie. Et donc, de se reproduire peut-être plus. C'est exactement la même stratégie qu'on observe dans une certaine frange de la population juive, chez les juifs orthodoxes, qui ont une quantité phénoménale d'enfants. Donc ils ont en général plus de 10 enfants, parfois 14, 15 enfants. Ouais. Et sans qu'il y ait quelqu'un qui leur ait dit de se reproduire, c'est aussi une stratégie de survie. Parce que tous ces gens-là qui étudiaient les textes, qui étudiaient le Talmud, étaient en grande partie exterminés. Donc, voilà. Alors, donc, il y a une forme de stratégie de survie, d'une part, ce qui ne veut pas dire que forcément sexualité s'oppose à civilisation. C'est pas la lutte entre l'état de nature et la culture. La sexualité elle-même n'est pas de l'ordre de la nature. La sexualité, et ça c'est l'enseignement de Freud, c'est peut-être une de ses grandes découvertes, c'est de dire que la sexualité et la pulsion en particulier, qu'elle n'est pas de l'ordre de la nature, qu'elle est d'une certaine façon dénaturalisée. Et donc les Roms, ce que je veux dire par là, les Roms ne sont pas simplement un peuple qui se reproduit, mais ils font partie de la civilisation, ils ont leur civilisation, et qui est juste différente de la nôtre. Ouais. Et elle est tellement visiblement, leur différence est tellement visible que l'Europe, jusqu'à ce jour, a beaucoup de difficultés à les intégrer. On le voit en Roumanie, je suppose aussi en Bulgarie, en France, ils ont beaucoup de difficultés et les Français continuent à expulser les Roms parce que, encore que ce soit des petits nombres, ce sont des petits chiffres, mais ça fait il y a un climat actuel en France qui n'est pas très propice à la tolérance vis-à-vis de populations nomades qui ont des traditions très différentes. Mais les Roms ont certainement une tradition qui est aussi ancienne et donc aussi vénérable que tous les autres peuples européens.
très bien compris ce que vous entendez par destruction narcissique. Est-ce que ça voudrait dire que les individus perdent une image de soi, une identité de soi imaginaire? J'entends plutôt une difficulté que vous soulignez de dire oui, on a vu que dans le régime communiste, l'individu n'était pas respecté. Est-ce qu'il est vraiment plus respecté dans le monde capitaliste? Je vois plutôt la différence entre communisme et capitalisme. Le capitalisme fonctionne beaucoup, il y a un imaginaire qui fonctionne, et on pourrait dire il y a un accès narcissique à outrance parfois, avec les médias, les films, etc., mais qui peut aussi être une forme d'aliénation. Donc je verrais plutôt l'aliénation qui est liée à un narcissisme qui détruit autre chose, plutôt un narcissisme exagéré. Et que l'enjeu est aussi à ce niveau-là, par rapport à la démocratie, c'est de constituer les bases mêmes de la démocratie. Et que le chemin vers la démocratie, c'est un chemin assez long. Et que tous les peuples ont dû se battre pour accéder à la démocratie. Qu'elle ne peut pas être dictée par en haut. Bien sûr, ça joue. La démocratie a été imposée à l'Allemagne. Mais il y avait déjà une tradition démocratique avant. Donc ils pouvaient renouer, ils pouvaient refaire le lien. Et donc je pense que pour chaque peuple, c'est nécessaire de faire le lien avec son passé. Donc aussi pour la Bulgarie, avec ce qui a précédé le communisme. Il y a une tradition qui est là, qui est très forte et qui donne certainement, qui va aboutir, j'espère très prochainement, à une démocratie typiquement bulgare. Ouais. Mais donc qui n'est pas acquise du simple fait qu'on change de constitution et de loi. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens qui appliquent les lois, et disons que de ce point de vue, il y a un terme aussi de la psychanalyse qui est très utile pour comprendre ces mécanismes politiques en jeu par rapport auxquels il faut se battre, c'est la notion de jouissance. Il y a une jouissance du pouvoir, on dit jouir du pouvoir, mais qui est telle qu'elle doit être constamment contrebalancée par un contre-pouvoir. La lutte pour la démocratie, c'est la lutte pour le contre-pouvoir, qui n'est pas un pouvoir unique. Dans le communisme, il y a un parti unique qui a le pouvoir. Et donc, il faut du temps pour que le contre-pouvoir puisse se mettre en place. En principe, le débat devrait avoir lieu dans le Parlement. Mais si tous les partis politiques participent à cette même jouissance du pouvoir, et ce même abus, donc, de façon inévitable, le contre-pouvoir va surgir dans la rue, par la protestation, par la révolte. Et c'est aussi ce qui se passe un peu à l'heure actuelle en Bulgarie, c'est que les étudiants réagissent. Et ça, c'est magnifique que ce soit la jeunesse, justement, qui dise, voilà, c'est une nouvelle période qui a commencé, et on ne peut plus tolérer que ça continue de cette façon-là. Que le pouvoir qu'il y ait un abus de pouvoir, et qu'il y ait toujours la même clique qui s'accapare du pouvoir. Donc, sur le plan individuel, c'est la même chose. L'individu est aussi régi par des circuits de jouissance anciens. Et c'est une lutte que chacun doit traverser pour s'arracher à cette jouissance. Ou
pour la limiter.